Être émotif, est-ce que c'est être irrationnel? On entend souvent que la raison et les émotions s'opposent, que les émotions entravent la raison et que pour être rationnel, que pour bien réfléchir, il faut faire abstraction des émotions, les mettre de côté, ne pas les considérer et qu'ainsi, comme ça, on arrivera aux véritables vérités de la rationalité. Est-ce bien le cas? Faisons une petite incursion dans la rationalité des émotions. Pendant presque toute l'histoire de la philosophie, les philosophes ont séparé minutieusement raison et émotion. Les émotions n'avaient que peu de valeur. C'étaient des sensations primitives qui nous arrivent de manière incontrôlée et qui viennent perturber l'exercice de notre noble raison. Il nous est répété depuis des siècles, depuis l'Antiquité, que pour bien réfléchir, ça prend du calme et qu'il faut séparer la raison des émotions. Il nous est aussi enseigné que si on réfléchit avec nos émotions, on va avoir tendance à être centré sur nous, centré sur nos émotions, et on aurait tendance donc, selon cette conception négative des émotions pour la rationalité, on aurait tendance à uniquement considérer nos intérêts personnels et ceux de nos proches. Et, nous dit-on, on aurait besoin de faire abstraction de nos émotions pour bien juger pour l'ensemble du bien commun. Une exception à la règle, le philosophe Blaise Pascal, au XVIIe siècle, a énoncé cet aphorisme « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Eh bien, avant l'arrivée des neurosciences, dans les dernières décennies, Blaise Pascal était considéré avec cet aphorisme plus comme un poète que comme un philosophe ou comme un scientifique des émotions, parce que, depuis tous ces siècles, et ça a pris encore 300 ans après Pascal, pour que les neurosciences nous arrivent avec des informations nouvelles et intéressantes sur les émotions. Ce qui a mis la puce à l'oreille des premiers chercheurs en neurosciences sur le rôle des émotions dans la rationalité est l'histoire bien triste de Phineas Gage, un jeune ouvrier de chemin de fer. En 1848, il est arrivé une explosion, un accident, et il y a eu une barre de fer qui a traversé le crâne dans l'explosion. Sur la photo, vous le voyez, posé avec la barre de fer en question. On se rend compte que c'est pas une petite affaire et c'est assez surprenant qu'il ait survécu. Mais même s'il a survécu, sa personnalité s'en est retrouvée complètement changée. Il était capable de comprendre quand on lui parlait. Il était capable de faire des opérations logiques simples. Cependant, il a perdu la capacité d'agir de manière cohérente avec des normes sociales qu'il avait pourtant apprises, donc qu'il avait dans sa mémoire. Il n'était plus capable d'agir de manière cohérente avec ces normes et il n'était plus non plus capable de prendre les meilleures décisions relatives à sa survie. Et ce qu'ils ont compris, c'est que en fait, c'était le lien de communication entre ses émotions et sa raison, sa capacité à les percevoir de manière consciente, ça ne communiquait plus. Alors, étant plus alimenté par ses émotions, il n'était plus capable de prendre des bonnes décisions, même pour sa survie. On peut comprendre que ça prend des émotions pour entrer en relation avec les autres. Mais c'est plus difficile de voir comment les émotions sont impliquées pour notre survie. On va voir que les émotions font partie de la recette de la rationalité qui mène à prendre des bonnes décisions, notamment pour notre survie. D'autres cas comme celui-ci se sont présentés des gens qui avaient eu un accident à la tête ou encore une lésion au cerveau comme un cancer. Et à chaque fois que la communication avec les émotions ne se faisait plus, donc à chaque fois que les gens ne ressentaient plus rien sur le plan émotif, ils perdaient non seulement leur capacité à être empathique, à avoir de la peine, de la peur, de la tristesse, tout ça, mais ils perdaient aussi leur capacité à s'organiser. C'est des gens qui étaient plus capables d'ordonner, de structurer. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les émotions étaient aussi utiles pour décider qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être priorisé avant ça, avant ça. Et les gens qui avaient perdu la faculté de ressentir leurs émotions n'arrivaient plus à réfléchir du tout comme il faut. Alors, ça a pris des histoires bien malheureuses pour en avoir une expérience, mais ces expériences ont montré qu'on avait absolument besoin des émotions et qu'elles étaient très utiles pour prendre des décisions.
un contexte où il a été dit et répété qu'il fallait faire abstraction des émotions pour en arriver à la décision la plus juste et pour les jurys, quand ils viennent à décider d'une cause, est-ce que l'accusé est coupable ou non coupable, on demande généralement de faire abstraction des émotions. Il y a une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum qui a démontré que c'était plutôt le contraire. Elle a analysé et des jurys qui faisaient abstraction des émotions pouvaient en arriver à prendre des décisions injustes. Par exemple, le sentiment de l'injustice, qui est une émotion, est un bon élément dont il faut tenir compte quand on réfléchit sur des situations. L'émotion, donc, vient alimenter la raison. C'est sûr qu'ensuite, la raison, on doit procéder à l'analyse, donc c'est le moment réflexif, mais si on n'a pas l'émotion pour venir nourrir, eh bien la raison, elle tourne à vide. Elle peut passer à côté d'éléments importants. Ainsi, Martha Nussbaum nous explique que pour en arriver à une décision juste, même dans le cas d'un jury, dans un tribunal, les émotions doivent faire partie de l'équation avec l'analyse rationnelle. Les émotions doivent faire partie de l'équation avec la raison pour atteindre la rationalité. Ça nous amène à voir qu'il y a non pas une pensée qui est la raison et le contraire de la pensée qui est l'émotion, qui serait donc irrationnelle, mais au contraire qu'il y a deux vitesses de la pensée. On a une pensée à deux vitesses. Devant un stimulus, ici un fantôme, bouh, qui génère la peur, ça pourrait être aussi un camion qui fonce sur votre enfant qui est tombé en train de traverser la rue. Donc ce stimulus, c'est la perception de ce qui se passe. Cette information arrive à votre hypothalamus. Votre hypothalamus traite cette information et envoie cette information dans les deux circuits de la pensée. Dans le cas où on n'a pas le temps de réfléchir, le camion arrive, votre enfant est tombé au milieu de la rue, c'est pas le temps de dire « Tiens, procédons à l'analyse rationnelle de la situation. À quelle vitesse monte le camion sur une pente de 13 degrés? Est-ce que mon enfant a la force musculaire suffisante pour se lever et s'en aller à temps? Dans combien de temps il y aura un croisement entre les deux chaînes causales? » Donc, ce n'est pas le temps de faire ça, évidemment. Donc, à ce moment-là, c'est le circuit court qui, on va se contenter du circuit court. On n'aura même pas le temps de penser dans cette situation. L'information est captée, l'émotion amène au mouvement. Donc, on ressent tout de suite la peur, l'amour, etc. Et on est propulsé pour sauver notre enfant ou pour lever la voiture qui est sur l'enfant. Donc, on est absolument propulsé dans l'action. Dans les situations où on a le temps de faire les deux vitesses, on a un stimulus, l'information est traitée par notre hypothalamus qui l'envoie dans le circuit long. Pourquoi on dit que c'est long? C'est que ça prend du temps pour penser. On a vu, pour réfléchir, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. C'est au niveau du néocortex que cela se passerait et c'est le moment d'analyse. Si vous remarquez bien, sur le schéma, après avoir procédé à l'analyse, on repense quand même à travers l'émotion. Alors, dans notre ancienne conception, les émotions perturbent la raison. Il faudrait, au contraire, faire un chemin complètement extérieur et ne jamais passer par l'émotion. Donc, aller de l'analyse rationnelle à l'action rationnelle. En fait, ce n'est pas ça. Ce qu'on voit au contraire, l'analyse repense par l'émotion, par l'amygdale, et ensuite entraîne l'action. Pourquoi est-ce qu'on repense par l'émotion? Eh bien, émotion est de la même racine que motion, ou qui signifie mouvement. Donc, sans l'émotion, on n'a pas le mouvement. Alors, on a beau avoir une analyse rationnelle, si on n'a pas l'émotion qui vient nous prendre dans cette analyse, eh bien, on ne fera rien. Et ce qui a été remarqué aussi dans le cas des gens qui avaient perdu leur contact avec leurs émotions ou des gens qui étaient plutôt froids, plutôt peu émotifs, souvent, ça génère des personnes apathiques, c'est-à-dire très peu énergiques et très peu engagées dans les actions de la vie, donc qui vont être vraiment
peut mobiliser dans la vie. Donc, c'est les émotions qui nous donnent notre énergie. Et donc, ainsi, le fait de vivre nos émotions et de les réfléchir, de les analyser ou de faire des analyses des informations qu'on reçoit, mais il faut que tout ça repasse par l'émotion. Parce que si ça ne repasse pas par l'émotion, ça ne nous emporte pas, ça ne vient pas nous chercher et ça ne nous mobilise pas. Donc, c'est un autre élément intéressant sur les émotions qui sont très utiles pour nous pousser vers l'action. Ainsi, si on est conscient de nos deux systèmes de pensée, nos deux vitesses de pensée, on va pouvoir les utiliser à bon escient. Quand on n'a pas le temps, on y va avec nos émotions. C'est les meilleurs guides qu'on a. C'est rare que ça se trompe vraiment. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais a-t-on bien le choix? Quand on a le temps, on va ressentir l'émotion, puis on va en faire l'analyse. Donc, c'est en combinant les deux modes de pensée quand on a le temps qu'on va atteindre la recette la plus rationnelle de la pensée. C'est ce qui nous amène à l'intelligence des émotions. De plus en plus aujourd'hui, les gestionnaires des organisations, les concepteurs des grands systèmes technologiques dans lesquels nous vivons, la ville, les buildings, les institutions, le cégep, tout ça, de plus en plus complexe, demandent en fait de développer l'intelligence des émotions. Alors, c'est pas vrai que c'est les êtres qui vont être fonctionnels et qui vont bien aller dans les systèmes complexes de notre vie, de notre monde assez technologique, merci. C'est pas vrai que c'est juste les êtres rationnels et froids qui vont finalement se comporter comme des petits robots bien programmés. Au contraire, les experts et les gestionnaires sont de plus en plus sensibles et demandent aux gens de développer leur intelligence émotionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que, en fait, les émotions qu'on ressent ont un message à nous transmettre. Il y a une intelligence là-dedans. Il y a un message qui nous arrive. Il faut savoir le comprendre. Les émotions cherchent à être utiles et elles cherchent à nous pousser vers l'action. Si on comprend bien nos émotions, qu'on les perçoit et qu'on sait bien les décoder, c'est là qu'on va pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Évidemment que quand on a besoin de se concentrer sur une tâche plutôt cognitive et qu'on apprend une nouvelle épouvantable qui vient nous perturber, nous bouleverser complètement, comme la maladie ou un accident avec un proche, bien évidemment qu'on ne sera pas capable de réfléchir. Mais ça, c'est pas parce que l'émotion vient perturber la rationalité. C'est parce que dans notre vie, ce qui se passe là est tellement plus important. On vient de perdre un proche. Ça vient relativiser tout le reste. Donc là, un cours de philo là, en ligne avec mon prof là, dans la caméra, c'est tellement moins important que mon ami ou ma mère ou même mon chien qui vient de se faire écraser par une auto. Donc, c'est pas que l'émotion perturbe la raison. C'est que là, il y a quelque chose de beaucoup plus important dans votre vie qui prend le dessus et qui vous empêche de vous concentrer sur autre chose. Mais ça, c'est pas parce que, en soi, émotion et raison s'opposent. C'est parce qu'il y a des priorités dans votre vie qui viennent de brasser, là, qui viennent de se rebrasser. On garde toujours à l'esprit qu'on ne peut pas uniquement fonctionner sur la base des émotions. Le moment réflexif, le moment d'arrêt, la pause pour faire le point, faire le retour sur ce qu'on vit, décoder, essayer de comprendre, analyser ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est très important, mais c'est en mettant les deux qu'on arrive à la meilleure recette rationnelle. Donc, l'émotion fait partie de la recette rationnelle. On pourrait dire qu'on part d'informations. Ces informations déclenchent des émotions et déclenchent un processus de raison. Donc, c'est les deux chemins de la pensée. On réagit émotivement et on réagit de manière analytique, avec notre raison. Cette combinaison-là, qui est très importante entre la raison et les émotions, nous amène à prendre une décision. Cette décision, qui inclut le mouvement de l'émotion, nous amène à l'action. Cette action va avoir des conséquences. Qu'est-ce qui est rationnel dans cette perspective? Ce qui est rationnel, c'est l'action, c'est de faire l'action qui entraîne les conséquences qui sont conformes à nos objectifs. Autrement dit, c'est quoi nos projets de vie? C'est quoi nos rêves? Dans quel monde voulons-nous vivre? Quel genre de vie est-ce qu'on veut? C'est quoi ma vie idéale? Et là, la question, ce qui est rationnel, ce qui va être rationnel, c'est est-ce que ce que je fais, mes actions, puis les actions, agir, c'est aussi ne pas agir. Si je ne me lève pas pour aller à mon cours de philo, c'est une action.
je suis resté couché. Donc, c'est pas juste de faire des choses, c'est aussi de ne pas faire des choses qui est considéré comme une action. Une action aussi, ça peut être penser, ça peut être parler. C'est pas juste le mouvement physique du corps qui est une action. Donc, penser, parler, imaginer, rêver, tout ça, c'est des actions. Donc, il ne faut pas prendre le mot action dans un sens restreint ici. Alors, l'action rationnelle, c'est celle qui entraîne des conséquences conformes à nos objectifs personnels et collectifs. Et pour déterminer les conséquences et les objectifs, eh bien, la philosophie est très importante. La philosophie est une pratique qui nous aide non seulement à apprendre les mécanismes du bon raisonnement pour bien réfléchir, mais aussi la philosophie va être un guide vraiment important pour déterminer nos objectifs, nos idéaux, répondre aux questions fondamentales. Quel est le sens de ma vie? Quels sont mes objectifs ultimes dans ma vie? Évidemment, ça peut changer tout au long de la vie.